Vous le savez peut-être, Émile Zola, à la fin de sa vie, était arithmomaniaque. Il comptait les portes, les réverbères, les marches d'escalier, et touchait rituellement le marbre de sa cheminée un certain nombre de fois pour conjurer sa peur de la mort. Superstition étonnante pour un rationaliste, pour un anticlérical farouche et un matérialiste convaincu. Qui donc mécanisait ainsi le romancier? Quel malin génie, en lui, tirait les ficelles de la marionnette arithmétique? Il ne faut pas être grand clerc ni grand psychanalyste pour deviner ici l'ombre du père, l'ingénieur François Zola, avec 2 L, le créateur du canal de Provence, mort alors que son fils n'avait que 7 ans. Élevé dans le culte du disparu, le jeune Émile Zola aimait passionnément les mathématiques. Sa carrière semblait toute tracée, ce serait le bac S-Sciences, puis l'école centrale. Mais voilà qu'à la rentrée de 1858, il est frappé d'une grave maladie, peut-être la typhoïde, qui interrompt sa scolarité pendant tout le premier trimestre. Lorsqu'il reprend la classe, au mois de janvier 59, il n'est plus le même. Son esprit quitte l'algèbre pour aller voltiger ailleurs, comme il l'écrit à un de ses amis. À quelques semaines du bac, il prévoit son échec. Je ne suis plus ce Zola qui travaillait, qui aimait la science. Je suis devenu un paresseux fieffé. L'algèbre me donne la migraine et la géométrie m'inspire une telle horreur que je frissonne rien qu'à voir un innocent triangle. Ne faisant rien, je ne serai pas reçu au bachot. Zola avait vu juste, il n'aura pas son bac S-Sciences, mais son échec ne viendra pas des disciplines scientifiques. Le 4 août 1859, il affronte les épreuves écrites à la Sorbonne. Les résultats sont publiés dès le lendemain matin, il y a alors très peu de candidats. Il est 2e sur la liste des admissibles. Il a eu de bonnes notes en physique et d'excellentes notes en mathématiques. Quant aux disciplines littéraires, elles se passent à l'oral. Et l'oral ne vaut rien à ce jeune homme timide qui a un cheveu sur la langue et qui zozote un peu. En histoire, il se trompe sur une date, la mort de Charlemagne. Son épreuve d'allemand est médiocre et son explication d'une fable de La Fontaine irrite si fort l'examinateur qu'il reste inflexible lors des délibérations. On aimerait connaître le commentaire qu'en a fait Zola. Le voilà donc recalé pour insuffisance en littérature. Il le sera à nouveau à Marseille, où il se présente en dilettante au mois de novembre. Cet échec sera salutaire. Adieu la carrière d'ingénieur, adieu l'école centrale, la carrière du romancier pouvait commencer à l'ombre de la science. Le 16 avril 1864, dans le journal populaire de Lille, à peine âgé de 24 ans, Zola définissait les principes de son esthétique en rupture avec les beaux mensonges des mythologies. Faut-il le dire? Je serai savant. J'emprunterai aux sciences leurs grands horizons. Je voudrais être un nouveau Lucrèce et écrire en beaux vers la philosophie de nos connaissances. Cette poétique de la science, Zola lui donne un nom dès 1865, car il faut des mots pour constater les faits. Ce sera le naturalisme. Le mot naturalisme, affirmera Zola en 1881, se trouve déjà chez Montaigne au sens où il l'emploie lui-même. Ce n'est pas tout à fait vrai. Montaigne parle de naturaliste et non de naturalisme au chapitre 18 des Essais à propos de la peur. Je ne suis pas bon naturaliste, qu'ils disent, et ne sais guère par quel ressort la peur agit en nous, mais c'est une étrange passion. Les médecins, ajoute Montaigne, pensent qu'il n'en est aucune qui perturbe à ce point notre jugement. On parlait encore des naturalistes en ce sens il y a peu, pour désigner les professeurs ou les étudiants de sciences naturelles, rebaptisés depuis sciences de la vie et de la terre. Le docteur Pascal, le médecin que l'on découvre dans La Fortune des Rougons, avec son marteau de géologue et sa boîte à herboriser, incarnera justement le personnage du naturaliste dans Les Rougons macabres. Ce sera aussi le double de Zola. Le romancier naturaliste, c'est donc tout simplement celui qui introduit dans le roman les objets des sciences naturelles, le corps humain, le corps sain et le corps malade, dans toutes ses fonctions physiologiques, comme nous le verrons tout à l'heure, mais aussi toute la nature, avec ses paysages et ses saisons, avec ses minéraux, ses végétaux et ses animaux. L'une des originalités de Zola, disons-le au passage, est sans doute en effet d'avoir donné toute leur place aux espèces animales dans le roman. Le chat François dans Thérèse Raquin, la minouche ou le chien Mathieu dans La joie de vivre, le cheval Bataille dans Germinal sont des personnages à part entière, sans compter les animaux de la ferme dans La terre
ou la basse-cour de Désiré dans la faute de l'abbé Mouret. Pourquoi donc alors ne pas se contenter de ce terme simple et inventer un mot en isme? Bien qu'il ait très vite abandonné les vers pour la prose, la référence à Lucrèce ne laisse aucun doute sur le sens que Zola attribue à son néologisme. Comme le poète latin, qui disait vouloir secouer le joug pesant de la religion pour forcer le temple où la nature enclôt ses lois, il sera résolument matérialiste. Diderot affirmait d'ailleurs carrément dans l'encyclopédie que naturaliste est synonyme d'athée. Le naturalisme, hérité du matérialisme antique, de l'humanisme de la Renaissance et de l'athéisme des Lumières, c'est donc la philosophie du savant naturaliste, autrement dit, l'ensemble des principes qui fondent les sciences naturelles et d'abord l'exigence de vérité. Zola n'écrit pas un roman sans se documenter de manière approfondie sur son sujet. Qu'il décrive les halles ou la mine, il conjugue observation directe et travail d'enquête. Il parcourt les lieux, carnet à la main, il fait des croquis, prend des notes, il interroge les meilleurs spécialistes, il s'entoure même d'un solide réseau d'informateurs et entasse une bibliographie impressionnante. Les traités médicaux, les études historiques ou sociales ne lui font pas peur. Curieux parrainage pour un romancier qui par définition fait œuvre de fiction, dira-t-on. Mais les genres littéraires ne sont pas immuables, répond Zola. Ils épousent l'histoire des sociétés dans lesquelles ils naissent. Le XIXe siècle étant incontestablement le siècle de la science, la littérature ne pouvait rester à l'écart de ce grand mouvement. Lorsque Flaubert écrit Madame Bovary, il traite un fait divers banal, l'adultère et le suicide d'une petite bourgeoise de province, comme le ferait un simple anatomiste, un chimiste poète, un mécanicien peintre, écrit Zola. Quant au Goncourt, ils ont créé le roman physiologique avec Germiny Lacerteux en racontant la double vie d'une domestique alcoolique. Il faut donc dépasser la classification sèche et absolue des rhéteurs pour constater les faits. Le roman moderne n'est plus une œuvre d'imagination, c'est une œuvre d'observation et d'analyse. Le premier romancier naturaliste, aux yeux de Zola, c'est Balzac, qui parlait déjà des naturalistes du roman dans Petite misère de la vie conjugale en 1846. Balzac est un savant de l'ordre moral, écrit Zola. J'aime à me le représenter comme l'anatomiste de l'âme et de la chair. Il dissèque l'homme, étudie le jeu des passions, interroge chaque fibre, fait l'analyse de l'organisme entier. Comme le chirurgien, il n'a ni honte, ni répugnance lorsqu'il fouille les plaies humaines. Il n'a souci que de vérité et étale devant nous le cadavre de notre cœur. Les sciences modernes lui ont donné pour instrument l'analyse et la méthode expérimentale. Il procède comme nos chimistes et nos mathématiciens. Il décompose les actions, en détermine les causes, en explique les résultats. Il opère selon des équations fixes, ramenant les faits à l'étude de l'influence des milieux sur les individualités. Le nom qui lui convient est docteur S. Sciences morales. Ce portrait de Balzac, qui pourrait bien être un autoportrait, définit le romancier naturaliste aux deux sens que nous avons distingués tout à l'heure. Celui qui introduit dans la fiction les objets du biologiste et du médecin, le corps dans tous ses états, celui qui introduit les méthodes des sciences exactes et des sciences expérimentales dans les sciences morales, autrement dit, dans la psychologie et dans la sociologie, et qui renouvelle en conséquence la logique même de l'intrigue. Le concept de naturalisme est éminemment polémique aux yeux de Zola. C'est en quelque sorte l'étendard d'une révolte contre le spiritualisme dominant et contre les interdits littéraires. Car les auteurs sont étroitement surveillés sous le Second Empire et ils le seront à peine moins sous la Troisième République. En 1853, les frères Goncourt sont jugés en correctionnel pour incitation à la débauche. Ils ont montré une femme comme il faut, rentrant au petit matin d'un dîner en ville, avec son corset emballé dans un journal, et cité quelques vers bien innocents d'un poète de la Renaissance. En 1857, les Fleurs du Mal sont amputées de 6 poèmes, et Flaubert écope d'un blâme pour Madame Bovary. Quant à Zola, s'il échappe aux foudres de la justice, il attire l'attention de la police de Napoléon III avec la confession de Claude.
Le 16 novembre 1865, le garde des Sceaux demande au procureur général une note sur ce Monsieur Zola qui vient d'écrire un roman aussi immoral. Les bien-pensants n'avaient encore rien vu. Les caricaturistes qui enseignent à leurs lecteurs comment dessiner la gueule à Zola avec une lunette de latrine et un balai de peau de chambre ne pardonnent pas au romancier de transgresser les silences convenus du roman. Car Zola entend étudier l'homme tout entier. Il fait droit à tous les sens, non seulement la vue et l'ouïe, les sens intellectuels par excellence, mais encore le toucher, le goût et l'odorat, le sens le plus animal et le plus méprisé de tous. Pire, il n'hésite devant aucune réalité corporelle. La visite de la morgue dans Thérèse Raquin donne le spectacle des noyés repêchés dans la Seine. Dans l'Assommoir, le cadavre de maman Coupeau se vide par 2 fois, emplissant le logement de l'odeur de la mort. Des vomissures d'ivrogne chassent Gervaise de son lit, et les puanteurs du linge sale envahissent l'atelier. Dans la débâcle, des monceaux de bras et de jambes amputés s'entassent pêle-mêle derrière un hôpital de campagne, et les prisonniers de Sedan, 80 000 hommes frappés de dysenterie, pataugent dans l'ordure, au milieu des cadavres de chevaux grouillant de mouches. C'est dire que Zola n'épargne rien à son lecteur. Dans La Terre, il renoue avec les audaces rabelaisiennes pour évoquer les notes d'orgue du très venteux Jésus-Christ. Il montre Buteau le ventre en avant et se satisfaisant au petit bonheur après avoir essayé en vain de violer Françoise. Dans La Joie de vivre, alors que les gens comme il faut osent à peine évoquer la grossesse, que dis-je, l'attente d'un heureux événement devant les jeunes filles, il montre une adolescente heureuse de contempler le sang de ses règles crevant en pluie rouge. Au mépris de toute pudeur, il fait entendre à son lecteur le bruit d'un jet d'urine sur les mailles d'un pot de chambre dans Pot-Bouille, et il décrit tout au long les affres de l'accouchement. Il récidive dans La Terre, avec le sexe béant de Lise, montrant la tête de l'enfant qui sort et rentre à chaque effort. Bref, le romancier naturaliste ne recule devant aucune inconvenance. Au lendemain de la publication de Thérèse Raquin, le chroniqueur Louis Ulbach fustige la littérature putride poussée sur le sublime fumier de Balzac. Voilà ce qu'il écrit dans Le Figaro. Il s'est établi depuis quelques années une école monstrueuse de romanciers qui prétend substituer l'éloquence du charnier à l'éloquence de la chair, qui fait appel aux curiosités les plus chirurgicales, qui groupe les pestiférés pour nous en faire admirer les marbrures, qui s'inspire directement du choléra, son maître, et qui fait jaillir le pus de la conscience. Toute la critique bien pensante lui emboîte le pas. Le reproche d'immoralité, en matière de science, ne prouve absolument rien, répond Zola dans la préface à la 2e édition. Il y a d'ailleurs beaucoup d'hypocrisie dans cette indignation. En passant sous silence les réalités corporelles, la pudeur idéaliste cache aussi la violence insupportable du travail, la faim et le froid, la maladie et la déchéance. Zola met sous les yeux de son lecteur ce que ne veulent pas voir les bien-pensants. Le corps mécanisé des mineurs, couchés sur le flanc, le cou tordu, les bras levés, dans une posture qui défie les lois de l'anatomie. Le corps animalisé des herscheuses, poussant leurs berlines à 4 pattes dans une chaleur de four. Gervaise disputant aux chiens les restes des riches sur un tas d'ordures. Lali mourant sous les coups de son père, ou Nana pourrissant de petites véroles. N'en déplaise aux délicats, le dévoilement naturaliste du corps a donc une portée morale et une vocation critique qui dépasse de très loin le désir malsain de plaire par l'horrible ou de flatter les bas instincts de la foule.